Alors, Ebola, évidemment, tout le monde connaît, ou en tout cas tout le monde en a certainement déjà entendu parler. C'est un virus qui fait peur pour différentes raisons et qui a déjà d'ailleurs aussi donné lieu à de nombreux films, livres, séquences de séries, etc. Mais l'Ebola, il fait peur d'abord parce qu'il tue. La mortalité est particulièrement élevée, jusqu'à 90% de mortalité dans certaines épidémies. L'épidémie actuelle en Afrique de l'Ouest tourne plutôt autour des 50%. On le retrouve essentiellement en Afrique, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest pour l'instant. Le nombre de cas était de 8 000 au 13 octobre, on tourne plutôt aux environs des 10 000 actuellement, et je vous dirai un petit mot de son historique juste après. Vous voyez que ce n'est pas la première épidémie. La première épidémie, elle a été découverte en 1976, c'est ce qui a donné lieu à la découverte du virus. Il y a eu plusieurs épidémies assez limitées jusqu'à présent, et ce qui est particulier évidemment dans cette épidémie-ci, c'est d'une part qu'elle touche une autre région d'Afrique que les épidémies précédentes, et d'autre part que le nombre de cas atteints et donc de décès est beaucoup plus important. Une petite carte rapidement pour vous rappeler que les 3 pays qui subissent encore actuellement une transmission active sont la Guinée, le Sierra Leone et le Libéria. Ebola est hébergé probablement, on pense qu'il est hébergé par des chauves-souris. Les chauves-souris le transmettent au grand singe. Le grand singe transmet à l'homme qui lui-même se transmet l'infection d'homme à homme. Il se peut aussi que les chauves-souris, de manière plus directe, atteignent les hommes en raison de certaines pratiques, entre autres des pratiques alimentaires. C'est pourtant un virus assez fragile, assez sensible, qu'on peut éliminer rapidement avec de l'eau, du savon, avec des détergents, des désinfectants tout à fait classiques comme l'eau de Javel. Il est sensible à la lumière du soleil et aux ultraviolets qu'elle contient. Il est sensible à la sécheresse et il est sensible à la chaleur. Et donc, évidemment, quand il a des conditions propices, l'obscurité, l'humidité, avec de grandes quantités de virus dans des sécrétions, des vomissures massives, il a tendance à survivre un peu plus longtemps. Le tableau clinique d'Ebola, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je ne vais pas m'étendre sur les détails, mais on peut schématiquement considérer qu'il y a 2 phases. Il y a une phase d'abord d'incubation, et lorsque les premiers symptômes apparaissent, ce sont des symptômes tout à fait aspécifiques. C'est une fièvre qui apparaît brutalement, ce sont des myalgies, c'est un malaise général, les gens ne se sentent pas bien. Cette phase-là, elle peut arriver entre 2 et 21 jours après l'exposition au virus. Classiquement, c'est de l'ordre de quelques jours, une petite semaine. Dans un second temps, quelques jours après cette première phase, il y a aussi les céphalées que je n'ai pas citées, quelques jours après cette première phase, quand la maladie évolue, apparaissent alors des vomissements, des diarrhées qui peuvent être extrêmement importants et amener rapidement à de la déshydratation. Et puis toute une kyrielle d'autres symptômes plus graves. On pense par exemple aux défaillances multisystémiques essentiellement portées d'abord sur les reins et le foie, mais il peut également arriver des éruptions cutanées et des hémorragies potentiellement sévères, internes ou externes. La contagiosité, ben oui, on se rend compte que c'est contagieux, c'est particulièrement contagieux dans les environnements où aucune précaution ne peut être prise, où les conditions sont mauvaises. C'est pourtant un virus qui est, je vous le montre ici, relativement peu contagieux par rapport à d'autres virus ou d'autres maladies que nous connaissons bien, la rougeole, la coqueluche, etc. L'Ebola se transmet beaucoup moins facilement quand même que ces virus-là plus courants. C'est un virus grave, il tue. Maintenant, si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde de quoi on meurt le plus souvent en Afrique en valeur absolue, ce sont des chiffres de 2012, c'est évidemment pas Ebola qui est en première position. On retrouve toujours, malheureusement, les infections à VIH, le sida, les infections respiratoires, les diarrhées et la malaria dans le top 4 des infections les plus mortelles en Afrique. La période d'incubation, vous l'avez vu, elle est de 2 à 21 jours. Avant de développer des symptômes, le sujet infecté n'est pas contaminant, ne peut pas transmettre la maladie. Et donc, tant que la personne exposée est asymptomatique, il n'y aura pas de risque de transmission. Si au cours de ces 21 jours, elle développe des symptômes, alors à ce moment-là, elle devient progressivement contagieuse. Si au bout des 21 jours, la personne qui a été en contact
n'a développé aucun symptôme, on peut considérer qu'elle ne développera pas la maladie. Comment est-ce qu'on va l'attraper? Quels sont les principaux modes de transmission? Le mode de transmission auquel on pense en premier lieu, c'est le contact direct. Contact direct avec le malade, avec ses liquides corporels ou avec la dépouille du malade si le malade est décédé. L'ensemble des fluides corporels sont potentiellement contaminants. Le sang, bien sûr, mais aussi les vomissements, les selles, les urines, etc. L'ensemble des fluides corporels. On peut également l'attraper en étant en contact avec des objets contaminés par un malade. On pense ici plus spécifiquement aux accidents par piqûre d'aiguille dans les zones les plus concernées. Et enfin, ça ne va pas nous concerner, nous, bien entendu, mais c'est un mode de transmission, c'est la transmission via l'animal, via la consommation de viande crue d'un animal infecté ou la manipulation d'une carcasse d'animal infecté. Pourquoi est-ce qu'on en parle alors autant dans les pays européens, américains, qui ne sont pas directement concernés par cette épidémie? Parce qu'en fait, on voyage beaucoup, et vous avez ici, schématiquement, toute une série de liaisons aériennes entre les pays les plus concernés par les dernières épidémies, et vous avez ici l'épidémie actuelle, et les pays occidentaux. Alors, on sait que la Belgique est environ le 8e pays en termes de fréquence de vols, de passagers transportés depuis ces pays-là. Donc, on se prépare. Début août, nous avons tous reçu dans les hôpitaux les recommandations du Conseil supérieur de la santé qui avaient été rédigées durant le mois de juillet. Et puis, fin août, nous avons reçu les recommandations du SPF. Et ces recommandations ont été mises à jour le 7 octobre, diffusées vers la mi-octobre. Il est donc probable, possible, que nous ayons une mise à jour de cette procédure dans les prochaines semaines. Je ne vais pas vous passer ces procédures-là en revue, ça fait beaucoup de pages, elles sont toutes accessibles sur Internet, donc si vous avez envie d'aller les lire, vous pouvez. Je vais plutôt maintenant vous montrer un petit peu comment on a approché cette procédure au Grand Hôpital de Charleroi pour pouvoir prendre en charge le mieux possible un éventuel patient qui arriverait par hasard chez nous. Le Grand Hôpital de Charleroi, je rappelle rapidement, c'est 5 sites hospitaliers, c'est 3 salles d'urgence, et donc on axe nos efforts, bien entendu, sur les salles d'urgence qui sont susceptibles de recevoir ces patients. Globalement, c'est le comité de direction qui prend les décisions importantes et a été mis en place un groupe de travail Ebola. Ce groupe de travail regroupe des représentants des principales disciplines concernées. Le service des urgences est le premier concerné. Ensuite, les hygiénistes, bien sûr, le laboratoire et l'infectiologie. Et j'ai noté le service communication parce que c'est vrai que si un jour nous devons accueillir un cas qui se révèle possible ou même probable, je n'ai aucun doute sur le fait que les médias vont s'empresser de venir nous harceler. On aura autre chose à faire que de leur répondre et donc on laissera cette tâche à notre service communication. Je ne vais pas entrer dans le détail de cette procédure, sinon ce soir vous allez m'en vouloir, on n'aura toujours pas fini, mais en gros ça repose sur 3 points importants. D'abord, le dépistage des patients à risque potentiel, c'est finalement dans l'idée de ne pas louper le premier ou de ne pas louper un cas. Ensuite, il faut évaluer réellement le risque, c'est une évaluation médicale, et en fonction de la manière dont le patient sera classé, catégorisé, on va prendre les démarches, les attitudes, les stratégies qui s'imposent. Bien entendu, le fil conducteur de toutes ces procédures, c'est le principe de précaution. Nous n'avons pas de laboratoire de niveau de biosécurité L3, on ne peut pas faire ce qu'on veut, et on a évidemment un grand intérêt pour la protection des travailleurs. Tout ceci se fait en collaboration multidisciplinaire, que ce soit, comme je vous l'ai dit, au sein de l'équipe, le groupe de travail avec les différentes disciplines représentées, ou au moment même si un cas devait survenir. Le dépistage des patients. Deux possibilités s'offrent à nous. Soit le patient arrive sur ses 2 jambes, il se présente au guichet. À ce moment-là, il y a un screening qui se fait. 2 questions. Avez-vous de la fièvre? Oui, j'ai de la fièvre. Deuxième question. Revenez-vous d'un pays, d'un des 3 pays où l'épidémie sévit encore actuellement?
Si on répond oui à ces deux questions et que le retour date de moins de 21 jours, qu'on est potentiellement encore dans la période d'incubation, à ce moment-là, on isole le patient dans un local qui est prévu et on déclenche la procédure. Une autre manière d'arriver à l'hôpital, c'est l'ambulance. À ce moment-là, évidemment, le tri sera déjà fait, l'ambulance sera alertée, prévient l'équipe des urgences. Les urgences prennent les dispositions déjà un petit peu à l'avance. C'est comme quand l'avion menace de s'écraser, on a le temps de se préparer. Et dans ce cas-là, nous avons un site dont l'architecture se prête mieux pour accueillir un patient potentiel, dans le sens où la pièce d'accueil est directement en contact avec le garage. Il faut ouvrir la porte, descendre le patient de l'ambulance et on le pousse dans la chambre. C'est très rapide, ça ne demande pas de traverser tout le service des urgences. Et donc nous avons fait la demande pour que les ambulances n'arrivent que sur un seul de nos sites au GHDC. Voilà. Alors, la deuxième chose, le patient il est dans sa chambre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on laisse la porte fermée, bien sûr, on limite les accès. À ce moment-là, surtout, le médecin entre en piste pour faire l'évaluation médicale initiale. On ne sait pas, à ce stade-là, si finalement c'est un cas suspect, un cas probable, ou rien du tout, un pétard mouillé. Donc on prend ses précautions et on lui pose des questions. Le plus important, c'est d'avoir une anamnèse extrêmement fouillée. Sur les critères cliniques qui vont être approfondis par rapport à ceux qu'on a pris pour l'isoler, sur les critères épidémiologiques, sur les facteurs d'exposition, mais aussi pour savoir si il est bien vacciné. Il est peut-être allé dans une région, enfin, il revient d'une région où il y a de la fièvre jaune, où il y a de la malaria, est-ce qu'il a pris sa prophylaxie, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a des vaccins, est-ce qu'il n'y en a pas. Les critères cliniques, je vais vous les passer rapidement. Il y en a deux qu'on a déjà, c'est la fièvre et le retour d'un pays à risque depuis moins de 3 semaines. Mais il faut en plus de ça avoir quelque chose d'un peu plus consistant. Est-ce que les céphalées sont présentes et sévères? Est-ce qu'il y a déjà des vomissements, des diarrhées, des douleurs abdominales, des manifestations hémorragiques ou alors, plus grave, une défaillance d'organes? Voilà, pardon. Les critères épidémiologiques, on les a. On sait que la personne revient d'une zone à risque depuis moins de 21 jours. Dans la procédure du 7 octobre, vous trouverez le Nigeria et la République démocratique du Congo. L'épidémie est éteinte dans ces deux pays-là, et donc ils ne sont plus concernés par les critères épidémiologiques. Il existe un lien Internet qui est repris dans la procédure, où l'Institut de santé publique publie régulièrement la mise à jour. Si vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur une page comme celle-ci. Vous voyez que, par exemple, on nous annonce qu'au 28 octobre, le nombre de cas recensés est à plus de 10 000, 10 114, et le nombre de décès est à près de 5 000. Sur la page, je ne vous l'ai pas mise en entier, il y a également un lien vers une carte de l'OMS qui est celle-ci et qui donne un peu les mêmes informations, mais de façon plus visuelle. Donc, évidemment, les papiers ou les PDF qu'on reçoit, ils sont figés dans le temps. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est valable aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas valable dans un mois. Donc, il est toujours utile d'aller vérifier régulièrement l'aspect épidémiologique des choses. Alors la troisième étape, c'est les facteurs de risque. Est-ce que le patient qui revient depuis moins de 3 semaines d'une zone à risque, qui a de la fièvre et qui a mal à la tête, est-ce qu'il revient d'une zone à risque? Est-ce qu'il a été exposé? Alors, il y a 3 dias sur les facteurs d'exposition. Dans l'ensemble, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut le questionner vraiment de manière pointue et approfondie sur ce qu'il a fait dans le pays. Est-ce qu'il est allé pour enterrer un membre de sa famille, qu'il l'a pris dans ses bras, mais malheureusement on ne sait pas de quoi le membre de la famille est décédé? Est-ce qu'il est allé en voyage d'affaires, il n'a pas quitté l'hôtel et les salles de réunion? Est-ce que c'est quelqu'un qui, malencontreusement, a été amené à secourir quelqu'un dans la rue dont on ne sait pas ce qu'il avait, mais qui vomissait, etc. Donc la recherche de facteurs d'exposition, il y a toute une liste bien détaillée qui existe pour justement essayer de penser à tout, est extrêmement importante. Et pour nous y aider, dans la procédure, il y a un document, il y a un questionnaire qui, au départ, est annoncé comme un questionnaire destiné aux médecins inspecteurs d'hygiène de la communauté française. Ce questionnaire, nous l'avons repris parce qu'il aide à interroger le malade pour savoir exactement ce qui s'est passé. Une fois qu'on a cette anamnèse fouillée, on va pouvoir classer la personne dans une catégorie. Il y a 3 catégories qui nous intéressent le plus à ce stade-là. C'est le non-cas. C'est finalement celui qui n'a pas de symptômes, qui a été en zone à risque, mais qui n'a pas été exposé. C'est un non-cas.
Voilà, on en a eu des non-cas où finalement les symptômes annoncés au départ n'étaient pas du tout des symptômes correspondant aux facteurs cliniques. La personne exposée, c'est toujours quelqu'un qui est asymptomatique, qui revient de zone à risque et qui a été exposé. À ce moment-là, attention, c'est une personne exposée, elle est asymptomatique, donc il n'y a pas de risque de transmission, mais c'est un peu différent. Il y a la catégorie en cours de recherche diagnostic de première intention. C'est un nom un petit peu à rallonge et pas extrêmement facile à utiliser quand on rédige une procédure. Si on veut faire un arbre décisionnel, c'est assez long, mais c'est un choix de nos autorités d'utiliser cette terminologie-là pour ne pas prêter à confusion. Donc ça, c'est le patient qui répond aux critères cliniques, qui revient de zone à risque, mais qui n'a pas été soumis à des facteurs d'exposition. C'est, par exemple, le manager qui revient du Libéria, mais qui n'a pas quitté son hôtel et les salles de réunion. Enfin, le cas probable, je vais dire ça c'est le cas un peu plus facile finalement, c'est celui qui a tout, c'est celui qui a les critères cliniques, c'est celui qui a les critères épidémiologiques et qui a été potentiellement exposé, qui a un facteur d'exposition. J'attire quand même votre attention sur le fait que, comme on parle de principe de précaution, est repris dans le cas probable le patient qui a les critères cliniques, qui a les critères épidémiologiques, mais que finalement on ne sait pas. Est-ce qu'il a été exposé ou est-ce qu'il n'a pas été exposé? On n'a pas cette information-là. Et donc, à partir du moment où il y a un doute, il est repris comme cas probable. Oups, voilà. Les cas confirmés, les cas négatifs, ça ne nous concerne pas à la prise en charge en salle d'urgence. C'est après examen, c'est après analyse, c'est après évolution du patient. Comment est-ce que nous prenons en charge le patient quand il a été catégorisé? Le non-cas, il rentre à la maison. Évidemment, on lui explique, on le rassure, on l'informe. La personne exposée, elle rentre à la maison aussi, mais avec un peu plus de précaution. On lui explique, elle doit se surveiller, elle doit surveiller ses paramètres, sa température en particulier, la communiquer. Tout ça est fait en collaboration étroite avec le médecin inspecteur d'hygiène de la communauté et le médecin traitant. Le cas en cours de recherche diagnostique de première intention, finalement, c'est quelqu'un qui est malade. Il n'a vraisemblablement pas Ebola, mais il est malade. Donc il faut le prendre en charge, on l'hospitalise, on met en place les précautions standards et on fait sa mise au point, on le traite. Et le cas probable, eh bien, ce cas-là, nous ne pouvons pas l'accueillir. Nous n'avons pas de laboratoire de niveau de biosécurité L3, nous n'avons pas de chambre à pression négative, des choses comme ça. Et donc, le cas probable, nous allons évidemment prendre la décision en concertation aussi avec le médecin inspecteur d'hygiène de la communauté française, mais il sera transféré dans un hôpital tertiaire, un des hôpitaux de référence, il y en a 3 pour l'instant en Belgique. Ceci pourrait encore évoluer en fonction des prochaines recommandations que nous allons recevoir, mais c'est la situation actuelle. Les mesures de protection, je ne vais pas faire la démonstration de la tenue de cosmonaute en ligne, ça prendrait un peu de temps. En gros, nous appliquons ce qui est recommandé, c'est-à-dire les protections cutanées, avec combinaison, double paire de gants, surblouse imperméable, cagoule, donc on évite tout contact possible avec la peau. On évite également tout contact possible avec les muqueuses, ce qui veut dire qu'il y a un port de lunettes ou d'une visière ainsi que d'un masque. L'habillage et le déshabillage doivent être supervisés, c'est quelque chose qui est particulièrement technique, un peu compliqué, et donc il y a quelqu'un qui surveille comment la personne s'habille et retire sa combinaison. Pour l'aider, nous avons une checklist que je vous montrerai à la dia suivante. Idéalement, donc, pour pouvoir bien manipuler ces équipements de protection, il y a des entraînements qui sont faits, et donc les personnes sont en formation pour apprendre comment le faire. Le mettre et surtout l'enlever, la gestion des déchets, de l'environnement, etc. sont pris également en compte. Petite diapo que je ne vous demande pas d'essayer de lire, c'est impossible, mais c'est un exemple, c'est la checklist que nous avons, et donc la tierce personne, celle qui ne s'habille pas, celle qui regarde, elle prend la checklist et elle dit voilà, maintenant tu mets les gants, maintenant on fait une désinfection des mains, maintenant tu mets la cagoule, maintenant voilà. Et on avance comme ça. Vous voyez, il y a à peu près 40 items pour l'habillage et pour le déshabillage. Et donc, en conclusion, pour ne pas être trop long, j'aime bien cette page qui est la première page du courrier international il y a 2-3 semaines. Finalement, il est urgent de ne pas paniquer. La situation en Afrique de l'Ouest, elle est absolument catastrophique, dramatique pour les gens qui sont là-bas, mais ce n'est pas le cas
en pays européens, en Occident. Par contre, les coups médiatiques qui sont faits et qui sèment la panique, ceux-là, vraisemblablement, mériteraient d'être un peu mieux contrôlés. Et donc, endiguer l'épidémie en Afrique de l'Ouest, c'est la priorité absolue, mais stopper la psychose en Occident, c'est quand même quelque chose de particulièrement utile. Voilà, je vous remercie pour votre attention.